Alors que nous célébrons le 70e anniversaire de la déclaration de Robert Schuman, déclaration fondatrice de la construction de l'Europe, ce matin, nous nous posons une question. Et si le Covid-19 avait eu raison de l'Europe? Pour tâcher d'y répondre, j'accueille Geneviève Saint-Hubert. Bonjour. Merci à vous. D'abord, on va faire droit à cet anniversaire. C'était il y a 70 ans, le 9 mai 1950, précisément, la déclaration du ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman. Que dit ce texte, Geneviève Saint-Hubert, et en quoi est-il fondateur de l'Europe ? Alors, en réalité, ce texte est fondateur d'un traité et du premier traité européen, puisque c'est la mise en commun des productions de charbon et d'acier dont Schuman et son conseiller Jean Monnet se disent que il ne faut pas recommencer les erreurs du passé et rebâtir l'Europe en humiliant le vaincu d'hier, mais en travaillant pour reconstruire l'Europe. Et donc, c'est ce fameux traité de la CECA, qui fonde la mise en commun de la production du charbon et de l'acier avec l'Allemagne. Mais ce texte, évidemment, a des phrases qui résonnent encore aujourd'hui et qui vraiment fondent une communauté plus qu'économique, mais une communauté d'esprit, une communauté de solidarité. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi il est fondateur. Alors, vous nous parlez de phrases importantes. J'en ai notamment noté une. L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble, écrit Robert Schuman il y a 70 ans. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Ces mots prennent une résonance toute particulière qui nous ramène au cœur de notre propos, Geneviève Saint-Hubert, me semble-t-il. Oui, absolument. Et je dirais que beaucoup d'entre nous, que ce soit les maisons de l'Europe, aussi les centres Europe Direct, les réseaux qui font débattre et réfléchir sur l'Europe, ont à cœur, et c'est ce que nous ferons samedi avec un Facebook Live, avec nos 5 collègues des Europe Direct d'Occitanie, de dire qu'est-ce qui, aujourd'hui, donc, comment s'actualise cette phrase ou ces phrases de la déclaration Schuman, et nous avons même fait, pour ceux qui sont intéressés, avec le hashtag 70 Schuman, un petit jeu qui consiste justement à compléter 3 phrases de Schuman, dont celle que vous venez de citer, les débuts, en disant quelle Europe je veux aujourd'hui, c'est-à-dire autour de la paix, de la solidarité et de la réconciliation. Alors moi, c'était surtout sur le mot solidarité que je voulais vous faire réagir, Geneviève Saint-Hubert. Pour rappel, ça fait 2 mois que l'Europe, on le sait, est en proie à une crise sanitaire sans précédent. C'est l'Italie qui a essuyé les plâtres. L'Italie, justement, à qui Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a écrit dans une lettre ouverte le 2 avril dernier « Je vous présente mes excuses. Nous sommes avec vous ». Ces excuses, elles venaient après qu'on ait effectivement peut-être un petit peu tourné le dos à l'Italie à un moment où elle en avait besoin. Est-ce que c'est un aveu d'échec de l'Europe, ces excuses ? Non, je ne dirais pas que c'est un aveu d'échec, c'est un aveu de réponse inappropriée au moment voulu. Et effectivement, c'est assez étonnant qu'une présidente ou qu'un président d'une institution présente ses excuses comme cela. Et je crois que même si l'opinion publique italienne, avec raison, a été très en colère, eh bien cette phrase a été pacificatrice. Et de toute façon, la réponse, elle est venue après, avec un certain nombre d'aides financières, notamment pour fournir du matériel médical, évidemment, mais aussi de l'aide alimentaire en déclenchant le Fonds européen d'aide aux plus démunis, et ce qui a aussi profité aux autres États, en déclenchant donc des mécanismes ou en les créant pour soutenir l'économie italienne et bien sûr l'économie européenne. Alors d'aucuns justifient le manque de mobilisation de l'Europe par le fait que la santé n'est juste pas une compétence de l'Europe. Oui, alors je pense que ce qui est un peu compliqué à comprendre,
c'est que nous, évidemment, la France, c'est le gouvernement qui a la responsabilité de la santé en France, et c'est tout à fait normal. Pour ce qui concerne l'Europe, qui est, je le rappelle, une instance supranationale, eh bien, elle a des compétences, en effet, qui lui sont attribuées. Et en matière de santé, ce ne sont pas des compétences exclusives qu'on appelle, c'est-à-dire où l'Europe, comme pour la concurrence ou la politique monétaire, aurait la main libre, on va dire. Elle a, en matière de santé, donc, des compétences partagées pour ce qui concerne justement la sécurité en santé publique et ce qu'on appelle des compétences d'appui aux États pour tout ce qui est protection et amélioration de la santé humaine. Ce qui veut dire que c'est comme pour l'éducation nationale, on va prendre aussi cet exemple pour laquelle l'Union européenne n'a pas de compétences exclusives, mais à partager ou d'appui, elle va agir là où les États seuls ne peuvent pas agir. Et elle va donc non pas se substituer, mais appuyer donc pour tout ce qui concerne la santé, la recherche, mais aussi les transports. Il y a plein de domaines où l'Union européenne a agi, l'économie bien entendu, le numérique également. Eh bien, l'Europe a été présente avec des milliards et des milliards d'euros. Mais c'est vrai que étant donné que ce n'est pas en direct, mais que ça passe ensuite par les États membres, eh bien, vous avez raison de dire que parfois, elle n'est pas visible alors qu'elle agit. Elle n'est pas visible alors qu'elle agit. On va garder ça et on va essayer de développer. Avant cela, Geneviève Saint-Hubert, tout de même, on a ce souvenir marquant et cinglant pour l'Europe de l'Italie qui, face à la saturation de son système hospitalier, a demandé l'aide étrangère. On se souvient de ces images de soignants cubains, russes ou chinois venir à son aide. Il n'était pas possible que l'Europe vienne au chevet de l'Italie et mette sa solidarité en œuvre. Mais je crois que l'Europe est venue au chevet de l'Italie, y compris ses voisins, qui sont des États européens, comme l'Allemagne, qui a pris en charge un certain nombre de malades italiens, comme elle a pris en charge un certain nombre de malades français, alors que ses hôpitaux n'étaient pas saturés. Ensuite, évidemment qu'il y avait besoin de main-d'œuvre, mais il y en avait besoin aussi dans les autres États membres. Je rappelle quand même que dans notre système français, qui, on ne va pas refaire l'histoire, a aussi connu beaucoup, avant la crise, de problèmes, eh bien, nous avions beaucoup de personnel infirmier d'Espagne qui venait en France parce que la France n'arrivait pas à recruter. Donc, je ne pense pas qu'on puisse imputer l'inaction de l'Europe au fait que dans une crise, eh bien, il y ait eu besoin, en effet, de personnel, de matériel et de solidarité. Et effectivement, elle s'est exprimée aussi beaucoup au niveau européen. Elle s'est exprimée, donc avec quelles compétences elle s'est mobilisée? Vous nous avez parlé notamment de cet axe financier, c'est ça? Alors, je vous parle de plusieurs axes. Il y a par exemple en matière de santé publique, l'Union européenne a créé un instrument d'aide d'urgence pour fournir par exemple un soutien stratégique direct au secteur de la santé avec 2,7 milliards d'euros. Ensuite, elle a permis aux États de faire des appels d'offres communs pour évidemment avoir des prix plus intéressants au niveau des États, je le dis bien, pour du matériel médical de protection individuelle. Ensuite, toujours au niveau de la santé, elle a créé, ce qui n'existait pas avant, une réserve de distribution de matériel et de fourniture. Et justement, ça s'appelle Rescue, avec un jeu de mots pour EU, Union européenne. 90 000 masques ont pu être livrés en Italie après la création de cette réserve. Mais encore fallait-il la créer. L'Union pouvait répondre, mais je rappelle qu'il faut qu'elle se mette d'accord avec les 27 États membres, et je vais peut-être vous tendre une perche, qui doivent se mettre d'accord pour les dispositifs. Et oui, ils doivent se mettre d'accord pour les dispositifs. Ils n'ont pas été notamment sur l'axe financier et la mutualisation des dettes, je crois. Alors, disons qu'il y a eu effectivement de très fortes tensions entre les États, et notamment l'Allemagne et les Pays-Bas.
qui ne voulaient pas, comme il disait, payer pour les pays du Sud qui, à leurs yeux, avaient été imprudents. Vous voyez, bon, il y a des mots qui parfois sont tout à fait malheureux. Cependant, on a parlé de ce système des Corona Bonds, qui en fait est un instrument qui permettrait à l'UE d'emprunter des centaines de milliards d'euros sur les marchés financiers, mais c'est-à-dire que là, l'Union européenne emprunte avec les États. Et c'est ça qui était très difficile à faire passer, mais c'est passé le 23 avril, et l'Allemagne et les Pays-Bas s'y sont résolus. C'est en fait une mutualisation européenne de la dette sous forme d'obligation de relance. Alors qu'il y avait, vous l'avez dit, une opposition, mais aussi un autre projet qu'on appelait Eurobonds, où là, ce sont les États eux-mêmes qui s'endettaient collectivement sans que l'Union européenne soit partie prenante. Vous voyez, ça n'a pas été le cas, et finalement, ils se sont mis d'accord. Je crois que Geneviève Saint-Hubert est la défenseuse, si le mot est juste, de l'Europe, quoi qu'il arrive. Elle agit même si ça ne se voit pas. Elle agit même si ça ne se voit pas, c'est ce que vous nous avez dit. Tout de même, Geneviève Saint-Hubert... Il faut en parler. Moi, je ne défends pas. Je vous dis juste les faits, les chiffres et les actions. C'est tout. Il n'y a qu'à se renseigner. Et merci de me donner la parole. On craint une montée du populisme tout de même. De fait, une Europe qui ferme ses frontières, c'est une image forte à un moment où justement on fête la déclaration de Robert Schuman. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous avez cette crainte ? Ça m'inspire deux choses qu'il ne faut pas confondre. Effectivement, on ne va pas ignorer le fait que depuis quelques années, il y a dans beaucoup d'États membres, y compris en France, mais nous, il y a une tradition des frexiteurs, n'est-ce pas, qui voudraient que l'Europe sorte de la France. Et il y a en effet une recrudescence de populisme, en effet, de volonté de revenir à ses frontières et de rester bien enfermé chez soi. Ça, c'est une réalité, je dirais, des peuples d'Europe qu'il ne faut pas confondre avec une réalité sanitaire actuelle qui est évidemment qui réfléchit et va dans le bon sens en disant, de la même façon que vous et moi aujourd'hui nous sommes confinés chez nous, eh bien les frontières sont fermées pour éviter la pénétration et la circulation du virus. Ceci ne durera pas, cela durera le temps de la crise. Évidemment, il nous faudra avoir un vaccin ou un traitement. Et là aussi, ça me permet de dire que l'Union européenne a mis des milliards d'euros pour la recherche et pour soutenir, donc à travers un projet qui s'appelle Discovery, tout ce qui pourrait favoriser la mise en place d'un vaccin et de traitement. Et donc, fermer les frontières ne veut pas dire se replier sur soi. Cela veut dire répondre à une question sanitaire, une pandémie mondiale à un instant T. Donc, pas d'enseignement particulier à tirer de la façon dont l'Europe s'est comportée pendant cette crise, selon vous, Bien sûr que oui. Nous tirerons à la fois au niveau national, chacun dans nos États, des conclusions, mais qui seront souvent, je dirais, des prises de position. Et nous tirerons aussi des conséquences de la réponse de l'Europe en l'analysant évidemment a posteriori, sachant que là, elle répond encore une fois à des mesures d'urgence, qu'elles soient économiques, elle a mis quand même aussi, faut le dire, 100 milliards d'euros pour soutenir l'économie et les PME et les ménages et aider les États qui doivent, et nous en sommes les premiers à l'avoir fait et de manière massive, qui doivent recourir par exemple au chômage partiel. Donc bien sûr, je ne suis pas en train de dire l'Europe c'est magnifique, c'est génial. Je dis juste, posons-nous un peu la question de tout le rapatriement de 500 000 citoyens européens qui s'est fait dans le monde entier avec une initiative donc de l'Union européenne et un mécanisme européen de protection civile. C'est juste la question de dire là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aurait fait sans ça, déjà, et après, de voir ce que l'on peut améliorer et ce que l'on peut mettre en place pour que, malheureusement, on a bien compris qu'on serait soumis à des phénomènes, qu'ils soient médicaux ou même climatiques, assez, violents. Comment est-ce que l'Union européenne peut continuer à se préparer pour répondre à cela ?
Mais bien sûr, l'Europe n'est pas parfaite, pas plus que la France ne l'est, pas plus que nous ne le sommes. Merci beaucoup Geneviève Saint-Hubert. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la Maison de l'Europe à Toulouse, Maison de l'Europe qui justement en toute l'Occitanie propose un certain nombre d'événements. Ils sont à retrouver sur votre site www.europe-toulouse.eu, événements qui ont lieu justement à l'occasion des 70 ans de la déclaration de Robert Schuman. Un grand merci à vous. Merci beaucoup, au revoir.